Laurent Roland, Toninkès, bonjour. Amanda Rekpa, bonjour. Amis téléspectateurs et internautes, bonjour. Bienvenue. Merci. Laurent, démarrons par Matin Libre. Ce matin, l'opposition interpelle la CEDEAO, écrit le quotidien, au sujet donc de la réforme électorale au Bénin. Le code électoral vivement contesté. Non, c'est connu de tous que le code électoral est contesté par les partis d'opposition. En tout cas, certaines formations de l'opposition n'ont pas caché leur avis sur ce code électoral. Et puis, les acteurs de la société civile, donc, c'est un code électoral qui est, depuis que ça a été adopté à l'Assemblée nationale, c'est contesté. Et les opposants, notamment, travaillent à ce que le pouvoir en place et les partis de la majorité présidentielle puissent travailler, en tout cas, revoir, relire ce code et corriger les quelques imperfections qui sont notées là-dedans. Alors, malheureusement, il y a un silence radio du côté des partis de la mouvance présidentielle et il faut maintenant peut-être passer à une autre étape supérieure. Aller saisir les instances sous-régionales ou internationales pour poser le problème. Mais comme je l'ai dit la semaine dernière, j'estime véritablement que les partis d'opposition font bien de saisir la CEDEAO, de saisir l'Union africaine, de saisir le système des Nations unies. C'est une bonne chose. Mais le plus important également aussi, c'est de se préparer pour, au cas où le code ne soit pas révisé. Parce qu'on a pu voir pour les dernières élections que les opposants se sont en tout cas mobilisés contre un certain nombre de choses et sans pouvoir préparer un plan B et ont été surpris à la dernière minute parce que le pouvoir en place et les partis de la mouvance n'ont pas reculé. Donc, dans le cas où les partis de la mouvance ne vont pas reculer, auront toujours des arguments à se justifier. Qu'est-ce que les partis d'opposition prévoient? Qu'est-ce qu'ils ont prévu? Qu'est-ce qu'ils pensent faire pour contourner cette situation? J'estime qu'au-delà de ce que on saisit les instances sous-régionales et internationales, il faut maintenant aussi travailler et réfléchir à un plan B. Au cas où le code ne sera pas retouché, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est de la question qui doit se poser aujourd'hui. C'est très important pour ne pas tout perdre à la fin parce que à trop s'attarder sur les instances saisies et à ne rien faire et que ce n'est pas changé à la dernière minute, ils n'auront d'autre choix que de subir. Et ce serait malheureux pour eux. Vous ne croyez pas en une fin heureuse par rapport à cette interpellation, Laurent Roland Toninkès? Non, vous savez, ce n'est pas moi. On a pu voir, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a pris une décision, notamment dans le dossier Adjavon Sébastien et d'autres acteurs politiques d'opposition, mais le gouvernement n'a pas fléchi. Donc, il y a des décisions sur lesquelles le gouvernement doit revenir depuis. On a pu voir quand les experts des Nations Unies ont saisi le gouvernement par rapport à Ricky Madougou, par rapport à Joël Ivo. Vous avez vu une suite? Il n'y a pas eu de suite. Donc, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a saisi aussi, en tout cas, a été saisie dans le cas de Sébastien Adjavon, a pris une décision. Pour autant, le gouvernement n'a pas réagi. Donc, il vaut mieux, au-delà de ce qu'on peut rêver, il vaut mieux toujours se préparer pour l'éventualité où la mouvance présidentielle ne voudra pas reculer et que les instances en charge des élections, les institutions en charge des élections ne vont pas reculer, notamment le Conseil électoral. Bon, d'abord, le Conseil électoral n'a rien à voir. Le Conseil électoral, la Sénat utilise la loi qu'on lui donne. Et donc, je pense véritablement qu'il vaut mieux réfléchir dans tous les sens et prévoir un plan B, plan C, comme les gens aiment le dire, plutôt que de s'attarder seulement sur le code doit être relu, doit être retouché, et qu'à la fin, à l'arrivée, que ce ne soit pas fait et qu'il soit pris, en tout cas, qu'il tombe dans le piège de la présidentielle. Allez, le code électoral révisé ou pas, encore faudrait-il pouvoir prendre part aux élections générales de 2026 en tant que formation politique, on va dire quoi, légalement enregistrée en République du Bénin. La Sénat a donc rendu public en fin de semaine écoulée son rapport au titre de l'année 2023 par rapport au fonctionnement, donc enfin à l'existence fonctionnelle des différents partis politiques en République du Bénin, Laurent Roland Toninkès. Et au sortir donc de tout ceci, 5 partis notamment, nous informent les quotidiens, pourraient donc perdre leur statut juridique. L'affiche du jour, on parle notamment sous ce
sous la forme que voici, charte des partis politiques au Bénin. Ces partis politiques risquent de perdre leur statut juridique. Oui, la loi, les partis politiques se sont conformés à la loi. Et l'article 27 de la charte des partis politiques le dit clairement. Des partis qui ne vont pas... je vous lis si vous permettez. Les partis politiques sont tenus de participer aux élections législatives, communales et locales. Tout parti perd son statut juridique s'il ne présente pas de candidat à 2 élections législatives consécutives. La décision de retrait de l'enregistrement est prise par le ministre chargé de l'Intérieur et publiée au journal officiel de la République du Bénin. Le recours en annulation contre la décision du ministre chargé de l'Intérieur est suspensif. Donc, pour vous dire quoi, il y a des formations politiques, malheureusement, qui n'ont pas participé, qui s'étaient déjà conformées, mais qui n'ont pas participé aux élections législatives de 2019, et notamment pour 2023. Ces formations se retrouveront certainement dans la situation où le ministre de l'Intérieur va leur retirer leur enregistrement, en tout cas, ceux qui font de leur existence juridique et légale. Et donc, on a des partis qui sont surtout dans cette difficulté. Il y a aussi il y a des partis qui sont... Il est exigé que les partis doivent avoir un siège national, des sièges départementaux. Malheureusement, pour certaines formations politiques, on constate qu'il n'y a pas de siège national et pour d'autres, il n'y a pas de siège départementaux. Et moi, je me suis amusé même quand on dit que certains partis ont leur siège départementaux. J'ai souri. C'est-à-dire? J'ai vu dans certains départements des sièges fermés, de la broussaille devant. Oui, évidemment, le rapport fait aussi mention de ce que, justement, certains sièges départementaux ne sont pas véritablement fonctionnels, point de vue, on va dire quoi, personnel déjà. C'est de l'argent. Personnel, donc, puis également en termes de matériaux ou matériel de bureau. Voilà. Non, il n'y a pas de présence. Il y a pas, en fait, il y a des bâtiments sur lesquels on a mis des affiches des partis pour dire que c'est le siège. Mais il n'y a pas de personnel qui travaille. Tout est fermé, en fait. On attend les élections pour réactiver. Donc, moi, j'estime véritablement que oui, dès lors que les gens se sont conformés à la réforme du système partisan, les gens doivent pouvoir se conformer à toutes les exigences, malheureusement. Si vous ne le faites pas, vous subissez la loi, parce que la loi est claire là-dessus. Dès lors qu'il y a des choses, si vous ne remplissez pas certaines conditions, on vous retire carrément votre votre enregistrement. J'estime véritablement que les partis doivent maintenant travailler à cela, se conformer. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer avec la Sénat. Est-ce que la Sénat va appliquer la loi ou bien va donner encore une chance à ces partis politiques? Juste est-il qu'on voit que, clairement, dans la décision que certains partis n'ont pas du tout été aux élections, il y a même celui-là qui, tout le temps, en arrivait à appeler au boycott. Donc, finalement, suivez mon regard. Est-ce que, finalement, on va lui retirer ça ou qu'est-ce qui va se passer? On attend de voir. Il y a d'autres qui ont fait les efforts. Et c'est en cela que je pense véritablement que est-ce que la décision telle qu'on s'est évoquée, en tout cas c'est écrit, est-ce que c'est les partis, puisque en 2019, il y a des partis qui avaient bien envie d'aller aux élections. On sait bien ce qui s'est passé avec le certificat de conformité qui les a empêchés d'aller aux élections. Donc, il y a la question des fautes mineures, fautes majeures, on se souvient de tout ça. Donc, j'estime véritablement que, est-ce que dans cette situation, est-ce que c'est du fait des formations politiques ou bien c'est du fait des mécanismes mis en place à l'époque qui ont empêché les partis d'aller aux élections? Donc, quand si on pouvait faire la part des choses, par rapport à cette décision de l'article 7 de la charte des partis politiques, on pourrait situer pour dire, voilà, mais nous sommes sur un terrain politique. Dans le même temps, d'autres formations politiques ont pu, malgré toutes ces dispositions, ne prendre part à ces joutes électorales. Les partis ont pris de... Donc, les partis. Vous souriez vous-même. Mais oui. Donc, vous ne direz pas que, oui, enfin, ici, il s'agit... si la situation est arrivée du fait de ces partis politiques ou des dispositions. Est-ce que la disposition s'applique à toutes les formations politiques? Je prends l'exemple théâtre de 2019. Les deux formations qui sont les élections pour aller faire le match amical. Les dispositions les concernaient également. Vous ne me direz pas le contraire. Non, mais
Je ne voulais pas laisser. Vous savez très bien que si j'ai déjà parlé, on ne va pas finir. Évoluons. De toute façon, moi, j'estime véritablement que oui, bon, les partis doivent pouvoir se conformer aux exigences de la charte des partis politiques. Et donc, les partis qui, malheureusement, n'ont pas rempli les conditions se verront, en tout cas, subir la loi, parce que la loi est claire. Et bon, maintenant, ce n'est pas moi, c'est la Sénat qui décide. Et on dit que le recours est suspensif. On attend de voir un peu comment ça va se passer. Est-ce que véritablement ça va être appliqué? Mais dès lors que la Sénat ne commence pas à sortir ça, parce que le rapport a été fait en 2023, vous imaginez. C'est un rapport qui tient compte de l'année 2023. Par exemple, je donne l'exemple, je prends l'exemple du parti Renaissance Nationale. Voilà. À l'époque, c'était l'UDBN. Alors, est-ce que les responsables de l'UDBN de l'époque ont dissous l'UDBN pour créer le Renaissance Nationale? C'est à eux maintenant de se défendre devant la Sénat pour dire la Renaissance nationale n'est pas UDBN. Nous avons peut-être tout fini, on a repris les choses. C'est à eux de se défendre. C'est une nouvelle formation politique. Voilà. Dans ce cas, oui, on ne peut pas leur appliquer la décision parce que c'est UDBN qui n'était pas à les élections en 2019. En 2023, ils sont allés aux élections, donc on peut voir un peu comment ça va se passer. Donc j'estime que c'est chaque parti qui doit maintenant se rendre devant la Sénat pour se défendre sa position et exposer les situations qui ont fait que ils n'ont pas été aux élections. Bon, pour autant, on voit que le parti, les démocrates est à l'abri, UP, le renouveau est à l'abri, donc à l'abri. Les autres formations, on entend de voir Moël Bénin, MPL, JSR, des formations malheureusement qui ont été citées, qui n'ont pas de NFN qui n'ont pas de siège, pour autant. Il y en a qui n'ont pas de siège national, au plan national, il y en a qui n'ont pas de siège départementaux. Donc, autant de choses qu'il faut corriger. Autant de choses à corriger, Laurent Roland Tonnerikes, on ne peut en parler sans se projeter par rapport à 2026. Alors, c'est vrai que c'est un sujet sur lequel on reviendra peut-être dans le courant de la semaine, mais pendant qu'on y est, allons donc un peu plus dans le fond du sujet. On ne peut s'empêcher donc de se projeter par rapport à 2026 et de voir les implications que pourrait avoir, par exemple, ce rapport de la Sénat par rapport justement aux dites élections présidentielles, pour les formations politiques. Élections générales. Des élections justement souhaitées inclusives par toute la classe politique. Mais est-ce que ce rapport, par exemple, ne vient pas causer quelques soucis pour certaines formations politiques? Oui, ça va causer un souci pour certaines formations politiques, c'est clair. Parce que c'est bien dit que quand vous ne participez pas à deux élections législatives consécutives, c'est que vous perdez votre statut. Votre statut juridique. Alors, donc j'estime que oui. Et dans cette situation, on voit clairement qu'en 2026, il y a des formations politiques qui ne pourront pas participer aux élections. Je ne vais pas citer les formations se connaissent. Donc, chacun maintenant devra peut-être réfléchir à aller se défendre devant la Sénat pour espérer continuer à exister. Toujours est-il que pour les élections législatives et communales, parce que les autres formations, en dehors de l'UP, le Renouveau, le BR et le Parti démocrate, qui peuvent présenter des candidatures, les autres n'ont pas de possibilité de présenter des candidatures pour aller aux élections présidentielles. Donc, toujours est-il qu'au moins il y aura les élections législatives et communales pour ces formations politiques, mais la loi est là. Si elle est appliquée, oui, certaines formations politiques ne pourront pas participer à ces élections. Il va falloir alors que cette formation politique peut-être aille s'associer à d'autres formations politiques, soit ils reprennent tout à zéro pour pouvoir devenir une nouvelle formation politique, ou bien ils s'arrangent pour se fondre dans d'autres formations politiques. Quand je prends les partis d'opposition comme MPL, NFN, GSR, peut-être qu'ils vont finir par se fondre dans le Parti des démocrates. Quand je prends Moël Bénin, qui n'a pas participé aux élections en 2023 également, je crois que Moël Bénin peut-être peut aller vers BR ou bien l'Union pour le renouveau. La situation du RN, je l'ai expliqué, c'est UDBN hier, RN aujourd'hui. Est-ce que c'est la même formation politique? Est-ce que c'est les mêmes documents qui ont été utilisés pour changer de nom? Si ce n'est pas le cas, ce parti n'a peut-être pas de problème. Mais si c'est le cas, malheureusement, on dira peut-être que c'est le nom a changé et que ça peut être un problème pour cette fonction politique. Donc, autant de situations qui se présentent aux fonctions politiques aujourd'hui, soit ces fonctions vont continuer à exister, soit elles vont disparaître. Je prends restaurer l'espoir de candidat Zanaï qui n'a pas été aux élections, lui qui a tout le temps appelé au boycott. Est-ce que véritablement
il va se laisser faire. On se connaît bien l'homme. Donc, attendons de voir. Attendons de voir en tout cas donc les différentes implications de ce rapport. Là, il faut préciser que c'est un rapport donc au titre de l'année 2023. Les choses ont pu d'ailleurs ont évolué pour certaines formations politiques. Oui, justement parce que ça, comme je l'ai dit, il va falloir tenir compte de. Le travail a été fait depuis 2023. Et moi, je me pose la question d'ailleurs même pourquoi est-ce que c'est pratiquement un an après qu'on sort ça. Donc, la Sénat a ses raisons. Oui, donc c'est en novembre 2023 que le travail a été fait. La situation, comme vous l'avez dit, a véritablement évolué. A évolué pour certaines formations. Pour certaines formations politiques. Je pense que pour véritablement appliquer cette loi aujourd'hui, cette décision en tout cas, il faut que la Sénat retourne sur le terrain pour aller faire encore un autre travail. Évidemment. Parce qu'en un an, pratiquement 10 mois ou 11 mois, les hommes sont capables de changer beaucoup de choses. Donc, on ne peut pas se baser sur ce rapport uniquement de 2023 pour prendre des décisions aujourd'hui. Il y a nécessité d'envoyer encore une autre équipe sur le terrain pour voir si, entre-temps, les gens se sont conformés aux exigences de la loi. Et vous le disiez également tout à l'heure, Laurent Roland-Tonnet, qu'il y a certaines formations qui ont fait de gros efforts quand même. Je pense notamment au Parti des démocrates, voilà, qui a été créé il n'y a pas si longtemps que ça, mais qui a fait l'effort d'être réellement à jour sur pratiquement tous les points. Oui. Au même titre, au même titre que les deux formations de la mouvance, enfin les deux grandes formations de la mouvance présidentielle. Si le Parti des démocrates, eux, ils n'arrivent pas à avoir le siège dans tous les départements au plan national, quand même, ce serait le péché du siècle. C'est un gros effort quand même. C'est pas un gros effort. Si on ne le fait pas, si on ne le fait pas, on ne peut pas. Non, on ne peut pas. En fait, aujourd'hui, quand on regarde le Parti des démocrates, il y a quand même des groupes bonnies de la politique. Lesquels? Non. Vous direz l'ancien chef d'État? Lui, au-delà de lui. Si Éric Rondeté, Basile Rossi et autres là, sont dans une fonction politique et qu'avec tout ce qu'on connaît de ces personnes-là, ils sont incapables d'avoir des sièges dans tous les départements et un siège au plan national quand même, il va falloir qu'on leur demande véritablement à quoi ils servent dans la fonction politique véritablement. J'estime que c'est pas, on ne peut pas leur dire qu'ils ont fait un gros effort, c'est ce qu'ils doivent faire qu'ils ont fait. Ils doivent même travailler déjà davantage à avoir même des sièges d'arrondissement, de village ou de quartier de ville. C'est très important. Parce que quand vous voulez conquérir le pouvoir d'État, vous vous donnez les moyens. Il n'y a pas de... C'est pas le discours qui vient souvent avec les gens. En tout cas, pas moi. Moi, je n'ai rien à foutre avec eux. Mais j'entends les gens dire souvent, quand on les voit, ils disent qu'ils n'ont pas les moyens, ils sont limités, ils sont limités, ils sont limités. C'est un discours. Mais quand vous voulez conquérir le pouvoir d'État, vous vous donnez les moyens. Vous donnez les moyens. Si vous ne vous donnez pas les moyens, les gens vont vous écraser, continuer à vous écraser, vous dribbler. J'estime que oui, ils sont en règle. L'effort d'être en mais règle. C'est pas, et puis pour autant, c'est pas une formation. C'est pas une prouesse. Oui, mais c'est pas une prouesse. Pour autant, c'est pas une formation créée hier. C'est quand même depuis 2019-2020 qu'on parlait de cette affaire. On a pu voir aussi qu'ils devaient aller aux élections en 2021. N'eût été les intrigues politiques, ils auraient présenté une candidature pour les élections 2021. Donc, j'estime qu'avec tout ce temps, c'est normal qu'on constate qu'ils soient en règle. S'ils ne sont pas en règle, c'est là qu'il y aura débat. Je m'attendais à ce que vous fassiez mention de la subvention de l'État aux partis politiques. Oui. Les subventions qu'ils ont... Certaines formations en bénéficient et pourtant... oui, écoutez, chacun sait là où il sait. C'est ce que je vous dis. Ils sont tous dans la mouvance, ils sont tous dans l'opposition. Chacun sait ce qu'il poursuit dans l'opposition. Et chacun sait pourquoi il est dans l'opposition. Il y a, je continue de le dire, ceux-là qui sont en opposition fabriqués et qui savent qu'ils n'ont pas d'objectif à atteindre. Donc, se contentent dès lors que l'argent vient. On peut faire ce qu'on peut faire et ça passe. Parce que l'ambition première, ce n'est pas conquérir le pouvoir d'État. Aussi longtemps que nous pourrons être là pour être utilisés pour casser les gens, c'est déjà suffisant pour nous, parce que nous avons gagné notre profit. L'une des implications, justement, de ce rapport serait peut-être la perte de cette subvention pour certaines formations. Oui, justement, il y a toujours un revers dans toute situation. À un moment donné, on vous donne une occasion, vous la saisissez, mais vous pensez que ça va être éternel. Mais non, il y a des situations qui viennent remettre tout en cause. J'estime que quand vous regardez au niveau de la mouvance, ils tous sont ensemble. Mais il y en a qui, véritablement, ce n'est pas conquérir le pouvoir d'État qui est le problème. S'il peut continuer à aider d'autres à être chef pour qu'eux, ils soient à l'abri du besoin, je crois que c'est suffisant pour eux. C'est comme ça pour certains acteurs. Et j'estime que du côté de l'opposition, de la mouvance, chacun sait pourquoi il est là.
et chacun sait l'objectif à atteindre. Et puis l'autre chose dont on ne parle pas jusqu'à présent, c'est que oui, concernant le code électoral, on dit oui qu'il faut faire une relecture, il faut réviser, mais la charte des partis politiques, bon, jusque-là, on n'en parle pas réellement, enfin, en termes de relecture, en termes de non, la charte révision, a été contestée à un moment donné oui. par les partis d'opposition et autres. Mais apparemment, on constate que au fur et à mesure qu'on l'éprouve et que les rapports sortent, enfin, on y bien sûr reviendra. qu'ils sont passés à autre chose. On y reviendra, Laurent, on y reviendra, Laurent Roland-Tonniquet. Allez, la presse pâle, enfin, aborde d'autres sujets ce matin. Celui-ci est rattaché à la rentrée des classes effectives depuis un peu plus d'une semaine maintenant. Laurent Roland-Tonniquet d'Ivy Info, par exemple, nous informe qu'une tournée de distribution de kits scolaires aux enfants de militaires blessés ou tombés au front est donc prévue et plus de 900 enfants de soldats seront impactés. Je crois que pour cette information, ici, de remercier le gouvernement, de remercier le ministère de la Défense, de remercier la hiérarchie militaire pour ce geste louable. Nous l'avons souhaité de tous les vœux sur ce plateau. Je n'ai de cesse répéter qu'il faut véritablement penser aux enfants de ces militaires tombés au front, morts au front, et même ceux qui sont encore sur le terrain. Ceux qui sont encore au front actuellement. Parce que j'estime que c'est les gens qui vont au front et qui offrent leur poitrine pour la nation. Et quand des gens font ce sacrifice ultime de leur vie pour sauver d'autres personnes, pour nous mettre en sécurité, il faut que l'État prenne des dispositions pour, de l'autre côté, soulager ces personnes. Et pour ça, je tiens vraiment à dire merci au gouvernement. Ce n'est pas de mes habitudes, vous le savez. Mais quand c'est bon, il faut dire. Allez-y, faites-le. Faites-le correctement. Non, je dis merci au gouvernement pour ça. Il faut penser à ces enfants. Et que ce ne soit pas le dernier geste à faire dans leur vie. Que ce soit qu'on pérennise cette action. C'est ça. Qu'on pense chaque année à ces enfants. Et qu'on oriente, qu'on accompagne véritablement ces enfants en leur donnant le maximum, même je suis tenté de dire le minimum, mais le maximum qu'on peut leur donner pour qu'ils retrouvent la joie et qu'ils se disent, mon papa est mort, mais je ne suis pas malheureux. Parce qu'on sait très bien sous nos cieux que quand un père meurt, malheureusement les enfants sont livrés à eux-mêmes avec la veuve. La veuve peut-être parfois qui doit se remarier, qui, sous l'exigence de son nouveau mari, ne peut pas garder ses enfants et les enfants sont livrés à eux-mêmes. J'estime qu'il faut donner les moyens à ces enfants, et à ces familles-là, pour que les enfants ne se retrouvent pas dans la rue demain et deviennent des délinquants. Et dans le même sillage, Laurent Roland-Tonniquet, c'est celui de la rentrée des classes, le gouvernement distribue également des fournitures à plus de 35 000 filles, apportant dans la presse. Oui, en fait, aux familles vulnérables, oui, il y a des kits qui ont été donnés aux enfants. J'estime que c'est aussi une bonne chose. C'est une bonne chose que de penser aux enfants des familles vulnérables. L'affiche du jour en parle à son oreille droite ce matin, appui du gouvernement aux familles vulnérables, des kits scolaires à 35 000 filles du Bénin. Oui, je crois que l'autre appellerait cette initiative la prospérité partagée. Partagée. Voilà, donc pour répéter en tout cas, Dr Boniaï, l'ancien président du Bénin, oui, c'est une prospérité partagée qu'on met en œuvre de cette manière et je pense que c'est Ici, on parle du hautement social. Bon, oui, d'accord. Le hautement social, c'est aussi... Faites la mise à jour. Non, c'est important. C'est important. Donc, en fait, les langages changent en fonction des régimes. Oui, parce que sous les anciens régimes, souvent on parlera de pavé. C'est ça. Et sous Boniaï, on parlera de bitumage. Mais sous Partisan, on parlera d'asphaltage. C'est ça. Et donc, prospérité partagée devient maintenant hautement social. Donc oui, d'accord. Donc merci pour cette mise à jour. Alors donc c'est le hautement social qui est mis en œuvre, qui permet maintenant aux enfants de familles vulnérables de pouvoir avoir les fournitures scolaires. Et je suis toujours dans la dynamique de dire oui, écoutez, aujourd'hui je le dis clairement, il faut qu'on donne plus de moyens aux enfants, notamment les filles qui vont à l'école, qui font des efforts, parce que on a tout fait de
de dire, selon notre culture, que la femme est faite pour la maison et que les hommes sont pour dehors, que c'est qui change. Non, les temps sont révolus. Les femmes peuvent sortir maintenant pour aller travailler. Donc, si les femmes doivent aller travailler aujourd'hui, c'est toujours bien d'avoir une femme qui a un niveau intellectuellement appréciable pour vous aider dans votre certaines choses, et en même temps aussi qui peut aller travailler aussi pour vous faciliter la tâche. Je ne parle pas des femmes qui ont leur salaire, que leur salaire, c'est pour elles uniquement. Hein. Je parle de ces femmes-là qui peuvent travailler, qui peuvent participer à la vie de leur couple. Je pense que pour ça, il faut encourager les femmes à aller travailler, à se faire former d'abord, à aller travailler après, que ce soit un appui, qu'elle soit un appui considérable pour leurs différents époux. Éducation toujours, Laurent Roland Toniquès avec Soleil Levant. Cette fois, évaluation des enseignants universitaires. Le gouvernement béninois clarifie sa démarche. Oui, on a pu suivre. Moi, je crois que ce gouvernement fait des réformes, prend des décisions, et puis c'est pourquoi il prend ces décisions, fait des réformes. Donc, quand on suit les justifications données, je crois que... Le porte-parole du gouvernement, oui, qui dit notamment qu'il n'y a pas de pression sur le corps enseignant. Ce qui est sûr, toute décision ou bien toute action à faire implique toujours une décision et implique des objectifs à atteindre. Et les objectifs à atteindre ici, on comprend clairement que c'est beaucoup plus pour que nous puissions avoir des enseignants de qualité au supérieur. Pour que l'enseignement... La formation également, donc la qualité de la formation soit améliorée. Il faut voir. Moi, je crois qu'au terme de ces évaluations, parce que c'est dit, on ne peut plus reculer là maintenant, je pense qu'il faut revoir maintenant les curricula de formation. Mais au-delà de tout, quand on évalue les enseignants, quand on revoit les curricula de formation, il y a un problème qui reste à régler. Le problème est entier depuis des années. La construction d'infrastructures, notamment les amphithéâtres, les salles de cours. Le système LMD est clair. Hein, il y a le ratio enseignant-étudiant. Est-ce que ce ratio enseignant-étudiant est respecté aujourd'hui? On continue d'avoir plus de 200, 500 étudiants dans une seule salle pour un professeur, on parle de LMD, alors que le LMD, ce n'est pas comme ça. Donc, c'est bien beau de faire des réformes, c'est bien beau de vouloir évaluer les enseignants pour plus de qualité, mais le plus important restera les conditions de travail, c'est-à-dire les amphithéâtres, les salles de cours qu'on doit construire et qui doivent répondre aux exigences du système LMD. Autrement, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Plus de qualité également souhaitée, hein, Laurent Roland Toniquès, dans le milieu de la santé, renforcement de la sécurité des patients. Le Bénin met en place un classement des établissements de santé. On parle de 3000 donc, établissements voilà, de santé qui seraient concernés. Oui, aujourd'hui, il faut vraiment faire ce travail pour permettre aux citoyens de savoir quels sont les centres qui sont en pole position et qui peuvent donner des soins de qualité. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un problème, vous auriez vers des centres, malheureusement, l'accueil, tout ça, tout ce qui s'y accompagne. Et donc, quand le gouvernement fait ce travail, ça nous permet de savoir et ça va amener une sorte de concurrence au niveau des centres de santé. Je crois que le personnel, quand on dit que votre centre de santé est peut-être le dernier sur la liste, et à un moment donné, ça vous réveille. Vous devez travailler peut-être à occuper une bonne position. Il y a l'accueil, les soins de qualité, la disponibilité du personnel soignant et autres. Je crois que ça va contribuer à changer de façon considérable la chose au niveau de nos centres de santé. Changement, parlons-en également. Ici, à la une du quotidien Le Grand Jury, Hippolyte Arondemais souhaiterait un changement justement en proposant une législation en faveur de la polygamie, Laurent Roland Toniquès, pour un retour aux valeurs ancestrales au profit des femmes béninoises. Hippolyte Arondemais propose une législation en faveur de la polygamie. Alors, le code de la famille du Bénin est clair, hein, c'est la monogamie qui est de mise au Bénin. Ça, il faut le dire. Alors, quand on regarde certaines... Dans les pratiques, on sait. Oui, quand on regarde certaines considérations religieuses, je prends l'Église évangélique, même catholique, le christianisme, à bien des égards, c'est la monogamie qui est exigée. Alors, quand on regarde tout ça, il faut tenir compte de ces exigences, surtout quand vous êtes évangélique, chrétien et autres, vous devez respecter ça. Sauf que des députés, on les connaît. Hein? Bien sûr. La monogamie est de mise au Bénin, mais il y en a qui ont 3, 4 femmes, 5 femmes.
c'est vrai que par le passé, j'ai vu quand même de mes yeux, un homme fait mariage avec 5 femmes le même jour. J'étais encore jeune à Alada. Mais après, avec la charte, le code de la famille, ça a été interdit, tout ça, tout ça. Mais les gens ont une femme réglementée, en tout cas officielle, mais ont quand même 2, 3 femmes dehors à qui ils ont construit des maisons, qui ont fait des enfants avec eux. Et après, quand ces personnes décèdent, les enfants ont des difficultés parce que le code est clair quand on regarde la disposition du code. J'estime que les gens doivent pouvoir maintenant s'assumer. Je préfère clairement une polygamie responsable qu'une monogamie désordonnée. Donc il faut légiférer. Non, j'estime, si certains pensent qu'ils peuvent être polygames, s'ils en ont les moyens, libre à eux. Parce que vous imaginez, on dit que c'est la monogamie, les gens vont partout dire je suis monogame, patati patata. Bon, devant la loi. Devant la loi. Mais c'est eux qui ont des enfants. C'est eux qui ont des enfants. Devant les hommes. Voilà, c'est eux qui ont des enfants dans toutes les rues et qui ne veulent pas déclarer ces enfants. Et les enfants, après, quand ils meurent, les enfants sont en difficulté. Je préfère la polygamie responsable que la monogamie désordonnée où on a une femme, on dit on a une femme, mais on a peut-être une douzaine de femmes dehors à qui on a fait un enfant. Dans ce cas de figure, j'estime que chacun doit s'assumer. Même dans le monde évangélique ou chrétien, catholique, il y en a qui font passer pour les monogames responsables, sérieux, mais qui savent très bien qu'ils ont déjà 2 ou 3 enfants. Peut-être un à Kogbato, un à Zobadje, un à Djara là-bas. Et puis après, on cache tout ça. Et on attend, quand le monsieur meurt, maintenant c'est là que les femmes là sont obligées, compte tenu de l'héritage, viennent, sortent avec les enfants pour dire, ah voilà, je suis sa femme, il m'a doté, il m'a fait ci, il m'a fait ça. J'estime véritablement que le problème qu'il pose est assez pertinent. Seulement que, comment est-ce que les députés vont prendre? Et je crois que les mêmes députés, et c'est Marie-Lise Berdou qui en a parlé, qui disait que quand on a évoqué le sujet de la polygamie au Bénin, et ils ont fait, les dames ont dit, ok, d'accord, polygamie pour les hommes, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous serez prêts que pour la polyandrie, les femmes, voilà, qui est la polyandrie, que les femmes aient aussi plusieurs maris, et automatiquement, les mêmes députés ont refusé pour dire non, la polygamie, c'est bon. Mais ils le font, ils le disent. Écoutez, amenez cette loi à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Eux tous vont voter pour la polygamie, parce qu'ils vont dire, les femmes vont sortir le débat de la polyandrie. Je pense qu'il est temps de faire face à la réalité. Il faut faire ça. Et je crois que dans d'autres sociétés, pas seulement la chose est admise dans d'autres sociétés. Ce n'est pas faire face à la réalité. Que les gens assument clairement ce qu'ils sont et pour protéger les enfants qu'ils font un peu partout dans les rues, de Cotonou, de Parakou, d'Abomey, je ne sais quoi. Il faut faire face à la réalité et surtout il faut encadrer aussi parce que dès qu'on légifère en la matière, non, si la polygamie, et que ce n'est pas encadré, c'est également la porte ouverte à beaucoup de dérives. Oui, si la polygamie voilà. est adoptée et encadrée, je crois que les épouses, tous les enfants des épouses ont le droit de participer au partage d'héritage du monsieur. Mais dès lors que c'est la monogamie, et c'est ça qui est méchant. Enfin, il faut que les enfants soient reconnus. Parce voilà, c'est ce qui est méchant. Le bon, monsieur sait qu'il a une femme sous son toit. Il a 2 femmes dehors avec qui il a fait des enfants. Mais il se lève pour faire le mariage avec une seule. Et met en sécurité cette dame-là avec les enfants. Voilà. Et les autres sont en difficulté. Et il en est conscient, mais il continue. C'est ça. On va finir, Laurent Roland-Antonin Kess, par l'événement précis. Je pense que c'est bien ça. Non, ce n'est pas l'événement précis, c'est plutôt Info Matin, qui se pose une question ce matin après la rocambolesque évasion du CNHU, Hubert Koutoukou Maga, Georges Bada, quid de sa promesse de répondre devant la justice, Laurent Roland-Antonin Kess? Je crois que Info Matin cherche par là ce matin. Parce qu'il ne faut pas espérer. Que, comme vous appelez, l'ancien maire, c'est ça? L'ancien maire revienne à la... Vous pensez qu'il ne tiendra pas parole, c'est ça? Il va revenir pour faire quoi? Répondre devant la justice. Si vous étiez à sa place, vous allez revenir? Il a clairement dit, dès qu'il se sentira mieux, il reviendra. Oui, mais il l'a dit peut-être pour éviter les représailles comment on appelle, comment on appelle ça? Pour éviter qu'on le recherche, c'est ça? Oui, attendez. Vous pensez réellement pour éviter les histoires de mandat d'arrêt. Vous pensez réellement que cela aurait pu empêcher si on avait réellement envie d'aller le chercher? Bon, l'un dans l'autre, c'est ma lecture. Mais j'estime que si j'étais à place, je ne reviendrais pas. Pourquoi? Pour faire quoi?
Donc vous lui conseillez de fuir Je suis en prison, vous m'avez mis à l'hôpital, j'étais malade, et la personne a dit que, à plusieurs reprises, il a demandé son évacuation à être soigné, qu'on l'a abandonné, et il a réussi à fuir. Et vous dites qu'il faut qu'il revienne. Pourquoi pas? Bon, allez le chercher si vous le trouvez en Europe, ramenez-le. Je sais que les gens savent où ils sont. Hein. Bon, tout ça aussi, c'est un jeu politique. C'est un jeu politique, dites-vous, Laurent Roland Tonekes. Ouais. Allez, dans Ce la... qui est sûr, il oui. ne faut pas espérer que Bada revienne. Ce n'est pas évident. Je ne pense pas hein, qu'il prendrait autant ce risque. Mais, parce que quand vous regardez un peu aussi le scénario a dormi debout. Bon. On reste à la une de Info Matin, Laurent Roland Tonekes, maintien de l'exclusion des camions immatriculés RB au Niger. Le bout du tunnel, une équation à inconnue. Oui, je crois que cette décision du Niger qui continue, ce n'est pas bon. Nous appelons tous au calme, à la paix entre les deux pays. Nous appelons au dégel de la crise entre les deux pays, mais malheureusement, certaines décisions de part et d'autre n'arrangent pas, ne favorisent pas les choses. Je crois que du côté du Niger comme du côté du Bénin, on doit pouvoir faire attention aux décisions qui sont prises pour permettre aux gens de sourire et pour permettre à ce que nous puissions arriver, en tout cas, arriver définitivement à cette crise. Donc cette manière de continuer à exclure les véhicules immatriculés du côté du Bénin, en tout cas RB, je crois que c'est pas bien. Ça ne facilite pas, en tout cas, un dégel de la crise. Il va falloir que les autorités nigériennes prennent des mesures pour éviter ça à l'avenir et que le Bénin aussi essaye de peut-être davantage rassurer les Nigériens. Honoubo, la vérité qui manquait, Laurent Roland Tonekes propose à lire ce matin démission de l'Union islamique du Bénin, du cadre de concertation des confessions religieuses. Le pasteur Aloko s'offusque du comportement de certains leaders religieux. Alors, il faut préciser qu'on a eu la sortie justement du cadre de concertation des confessions religieuses par rapport au retrait donc, de l'Union islamique du Bénin, invitant les responsables donc, de la dite union à venir discuter. Oui, je crois que si l'Union islamique s'est retirée définitivement, c'est parce qu'il y a peut-être un certain nombre de situations. Et donc, comment en sont-ils arrivés là, au point où d'autres partent et que c'est maintenant qu'on fait une conférence de presse, on demande aux gens de venir discuter. Je crois et que je lis même qu'on dit qu'il y a des mains politiques derrière. Des mains politiques, voilà, il y aura des mains politiques derrière. Écoutez, alors, il faut aussi préciser que donc l'annonce de retrait de l'Union islamique de ce cadre de concertation est intervenue 2 ou 3 jours après une sortie du dit cadre par rapport au code électoral. Oui. Vous savez très bien que Donc là, on est vraiment dans le milieu de la politique. D'abord, le cadre de concertation dont on parle. Est-ce qu'il ne faut pas de la politique là-bas? Il faut de la politique. Ils devaient éviter de faire de la politique. Malheureusement, certains acteurs, clairement, on les voit politiquement parlant, qui sont, en tout cas, ils respirent politique. C'est un cadre censé être apolitique et apporter son soutien, peut-être oui, en fait, le dénouement de certaines crises. Le problème, la manière dont on voit certaines personnes parmi, en tout cas, membres du cadre, très engagés politiquement, c'est pas trop bon. Parce qu'il y a une lecture qu'on peut faire en tant que le cadre est censé être acteur du côté de la société civile. Et donc le discours ne peut pas être le même discours que les acteurs politiques. Et c'est peut-être ça qui crée pour beaucoup plus de malcompréhension au sein de ce cadre. Je crois qu'aujourd'hui, Michel Aloko doit pouvoir prendre du recul et repenser les choses. Ce n'est pas la manière dont il prend la parole qui règle le problème. Il faut prendre du recul pour voir là où ils ont trébuché, comment il faut faire maintenant pour colmater les brèches, pour que ce cadre redevienne assez fort, que les gens reviennent au sein de ce cadre. Autrement, d'ici là, ne soyez pas surpris que d'autres confessions religieuses également quittent le cadre, parce que le cadre, on sait quand ça a été créé, on sait comment est-ce que ce cadre était devenu pratiquement un bras opérationnel des acteurs au pouvoir entre 2000... Entre-temps non, il faut situer. Moi, j'ai situé de 2011 à 2006 à 2016, pardon. Donc, c'était pratiquement un bras opérationnel de la politique. Sous le régime du changement, de la refondation. Refondation sous Boniaï. Bon, appelé Chacha. Donc, on a pu voir comment est-ce que Michel Aloko faisait le show politique sous Boniaï. Et on a pu voir. Donc, quand vous quittez le régime, l'époque Boniaï, vous venez à l'époque de Patrice Talon, qui ne fait pas la même chose, ne fait pas les choses telles
comme le faisait Boniaï, vous avez du mal à fonctionner. Et on sait très bien que ce cadre était bien alimenté. Aujourd'hui, est-ce que c'est alimenté encore aussi? Et dès lors qu'il n'y a plus... Vous pensez que c'est aussi l'une des raisons aussi du départ? Ça peut être... Non, je ne dis pas que c'est une des raisons du départ. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Mais je sais que l'un dans l'autre, ça peut aussi être source de tension, parfois, au sein des acteurs. Donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est Michel Alopo qui doit travailler à revoir le fonctionnement de ce cadre, travailler. S'il faut qu'il se retire lui-même pour que quelqu'un d'autre prenne la place, la tête du cadre, c'est mieux. En tout cas, s'il faut qu'il se retire pour laisser la place à d'autres personnes, je crois que c'est très important de le faire. Ça peut peut-être participer à la calmie au sein du cadre. Cette question pour vous, Laurent Roland-Anthony, que se passe-t-il dans le milieu du plus vieux métier du monde? D'Habit Info nous informe ce matin que dans le département du Zou, plusieurs travailleuses de sexe et responsables d'auberges ont été interpellés à Boycon notamment. Et qu'ils vous souviennent, on a parlé d'une situation du genre à Cotonou il y a quelques jours, dans le septentrion également à Parakou, la même opération. Que se passe-t-il avec vos amis? Nos amis? Oui, avec vos amis. Vous avez fait un travail dans le milieu, donc vous y avez beaucoup d'amis. J'en ai pas d'amis. D'accord. Que se passe-t-il dans ce milieu? Voilà. Alors, je crois qu'il faut faire le ménage. Il faut faire le ménage, je suis d'accord. Il faut amener nos filles à se battre. À se battre pour chercher de l'argent, travailler, gagner en tout cas le salaire à la sueur de leur front, plutôt que de le gagner à la sueur de leur cuisse. Il faut changer ça. Vous savez que la prostitution n'est pas interdite en République du Bénin. Vous savez que les tests ne l'interdisent pas. Si les tests n'interdisent pas, on sait que quand même que c'est quelque chose de mauvais. Oui. Et donc il faut décourager. Le racolage est interdit, le prosélytisme est interdit, mais la prostitution... Donc vous êtes prêt à voir votre soeur aller se prostituer? Fraternité sur le sujet. J'ai pas fini. Fraternité sur le sujet. Donc, c'est pas parce que ce n'est pas interdit qu'il faut le faire. Et je pense que véritablement, il y a beaucoup de nos sœurs qui pensent que c'est en se prostituant qu'on peut se faire de l'argent, qu'on peut être heureux. Bon, c'est leur conception de la vie. C'est vrai aussi que nous avons failli, les parents à tous les niveaux, nous avons failli, et que peut-être si vous avez des filles qui s'adonnent à cette activité de façon indigne, malheureusement, il y a la responsabilité des parents. Mais il y a aussi la responsabilité de l'État, et l'État prend maintenant ses responsabilités. C'est-à-dire, qu'est-ce qui pouvait vous amener à aller vous prostituer alors qu'on vous a envoyé à l'école en apprentissage et vous avez tout abandonné, et vous pensez que c'est votre entrejambe est suffisamment une palmeraie qui pourrait vous procurer de la richesse. Non, il faut maintenant arrêter ça. Parce que, ce qui me choque dans ça, je l'ai dit la dernière fois, c'est que les prostituées, aujourd'hui, s'exhibent au bord des voies et font ce qu'elles veulent. Quand nous avons des filles qui dérangent, nous avons des filles qui voient ça, qu'est-ce qu'elles apprennent? Elles apprennent quelque chose qui est dangereux. Et elles estiment que oui, elles peuvent aussi se donner à ça. Je ne sais pas, hein, il y a beaucoup de jeunes filles que je connais aujourd'hui qui, malheureusement, s'adonnent à cette activité. Je connais des gens avec qui j'ai fait les classes. Et je connais des gens avec qui sont dans le même quartier que moi et que c'est à partir de 19h que tu les vois sortir de la maison avec des tenues sexy et puis après c'est pour... Moi j'ai fait la ronde un jour, je suis tombé sur des personnes que je connais très bien. Et ça m'a beaucoup peiné, je dis mais c'est quoi ça? Donc pour dire, il faut... Donc vous me rejoignez quand je disais tout à l'heure que vous y avez des amis. Je n'ai pas des amis, je vous ai dit. Mais vous avez des connaissances. Oui, mais en fait, quand vous dites mes amis, c'est comme si c'est... Des gens avec qui vous avez fréquenté, des gens que vous avez reconnus. Malheureusement, vous savez, il y a beaucoup d'étudiants qui parfois, les soirs, on fait ça également. Malheureusement. Alors, tous les hommes qui viennent ne sont pas de bonne foi. Et c'est pareil pour les prostituées aussi. Elles toutes ne sont pas de bonne foi. Il y a celles qui veulent faire ça pour gagner de l'argent, mais il y a celles-là qui sont venues là avec des pactes pour perpétuer votre vie à jamais, avec toutes les mauvaises vibrations. J'estime qu'il faut maintenant travailler et faire le ménage. C'est vrai qu'il y a des prostituées professionnelles qui se retrouvent dans les grands hôtels. Ça, c'est connu. Vous allez dans certains grands hôtels, quand on dit 5 étoiles, il y a des albums que vous pouvez parcourir et choisir, on vous appelle. C'est des prostituées professionnelles. On parle toujours du vieux métier du monde.
Mais je suis Le plus vieux. le plus vieux métier du monde. Mais j'estime véritablement que ce qu'on voit, les scènes qu'on voit aujourd'hui, je crois qu'il y a 4 jours, je quittais Redo la nuit. Je suis venu un peu avant le carrefour à Goua. J'ai vu encore les filles debout là, devant la petite station là, s'exhiber. Et j'étais scandalisé. J'étais scandalisé. Je dis, c'est pas possible. Il faut faire le ménage. Ils ont fait ça à Parcours déjà, non? Ils ont déjà fait à Cotonou, ils sont en train de faire. Je les attends à Calavi. Si vous ne connaissez pas les coins là, venez me chercher. Faites justement recours. Je vais vous orienter. Faites recours à l'expert. Vous allez les ramasser toutes. Ouais. Quand ils retournent au village pour aider les gens au champ, ou bien pour qu'ils prennent Piorata pour aller vendre au niveau du nouveau marché à Kassata, du marché de gros. Dans les... Bon. Avec Fraternité ce matin. Ce qu'il dit, ça vous dérange? Non, non, avec Fraternité ce matin, Laurent Roland Tony Kessin, en tout cas dans les colonnes donc, de Fraternité, vous retrouverez une tribune du socio-anthropologue Damien Odonton sur le sujet de la prostitution. Si rien n'est fait, nos us, coutumes et valeurs n'auront plus de sens. C'est très important. Il faut faire quelque chose. Il faut vraiment faire quelque chose parce qu'une femme, en tout cas, moi j'estime qu'il faut faire quelque chose. Et j'accompagne ça. Et ce sera tout donc pour bien les analyses et commentaires de ce matin, ce numéro spécial de Matin et D'un.